Bonjour et bienvenue à votre 7 semaines d'Andauté, édition du 14 décembre 2025. Ce sera notre dernière rencontre dominicale pour vous parler des événements qui sont lieux la semaine dernière. On vous en parle un petit peu, ça sera le conseil de l'île du Port. On vous parle aussi de Lanoraie qui a tenu son conseil mensuel. Vous avez aussi deux rencontres que nous avons faites. On vous parle avec Julie Tétrault du groupe d'entraide en toute amitié qui est venue faire un bilan de la saison 2025, qui est venue nous parler des réalisations et des projets pour 2026, ainsi que la rencontre avec la nouvelle directrice générale du Festival La Naudière, une personne issue justement de l'OSM, donc qui vient s'impliquer dans La Naudière pour encore faire rayonner le festival pour la prochaine saison en 2026. Je vous ai dit tantôt que c'était notre dernier cette semaine d'Andauté. Ça sera maintenant à partir du 19 décembre des résumés de l'année. Donc, on vous présentera à compter de midi un résumé mensuel de tout ce qui s'est passé dans l'année 2025. Et soyez surpris, vous allez être surpris, vous allez être vraiment impressionnés. Il s'en est passé beaucoup de choses en 2025, qu'on parle d'élections, qu'on parle de nouveaux conseils municipaux dans toute la région. Donc, on va vous présenter une revue à partir de midi à tous les jours pour chaque mois de l'année. On espère que vous avez apprécié cette chronique à toutes les semaines et nous serons de retour en janvier. Sur ce, bonne écoute. 10, loisirs et culture. 10.1, demande de soutien financier, École Pierre de Lestage, Gala 2026. C'est une demande qui vient de l'École polyvalente Pierre de Lestage pour une demande d'appui financier pour la préparation de son Gala 2026. C'est un événement annuel qui célèbre la persévérance, les efforts et la réussite des élèves du secondaire 1 à 4 ainsi que ceux du secteur d'adaptation scolaire. C'est pour un appui financier de 100 $. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Qui pourrait la proposer? Mme Maryse Courchain propose. Qui veut seconder? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2. Demande de soutien financier, toujours en provenance de l'École polyvalente Pierre de Lestage, pour l'événementiel de fin de secondaire. C'est un appui financier pour l'événementiel de fin de secondaire de l'École Pierre de Lestage. Et qui voudrait en faire pour 100 $ encore. Qui va en faire la proposition? M. Martial Bellé propose. Qui veut seconder? M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6.3. Demande de soutien financier, toujours en provenance de l'École secondaire Pierre de Lestage, mais celui-là, c'est pour l'album des finissants 2025-2026. C'est pour autoriser un appui financier de 100 $ dans le cadre de la réalisation de l'album des finissants 2025-2026 de l'École secondaire Pierre de Lestage. Qui a fait la proposition? Mme Maryse Courchain propose. Qui veut seconder? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 10.5, CFNJ. Renouvellement de l'adhésion annuelle 2026. Considérant que l'adhésion annuelle de CFNJ est arrivée à échéance, il est proposé par, appuyé par et résolu de procéder au renouvellement de l'adhésion annuelle pour l'année 2026 auprès de CFNJ pour une somme de 50 $. Qui en fait la proposition? M. François Drainville propose. Qui l'appuie? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 4.5, calendrier des séances ordinaires 2025. En considérant l'article 148 du Code municipal, on doit établir en début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Ces assemblées-là vont toujours débuter à 19h30 ici même au 113 rue de l'Église et les dates suivantes sont retenues. Le mardi 13 janvier 2026, le mardi 10 février, le mardi 10 mars, le mardi 14 avril, le mardi 12 mai, le mardi 9 juin, le mardi 14 juillet, le mardi 11 août, le mardi 8 septembre, le mardi 13 octobre, le mardi 10 novembre, le mardi 8 décembre. On a une autre année de fil. Fait que c'est les dates à laquelle les séances vont se dérouler ici même. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Fermeture du bureau municipal le temps des fêtes. Considérant que le bureau municipal serait fermé durant la période des fêtes et qu'il y a lieu d'informer les citoyens, il est proposé par appuyé par que le bureau municipal soit fermé à partir du 18 décembre, 16h30, jusqu'au 4 janvier 2026 inclusivement. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. Mme Maryse Cochin propose. M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Chorale de l'île du Pas, demande de soutien financier, messe de minuit. Attendu que la chorale de l'île du Pas chante à l'église de l'île du Pas pour la traditionnelle messe de minuit à l'occasion de Noël, attendu que la chorale de l'île du Pas servirait du café, des chocolats chauds et des collations après la messe afin de fraterniser et de poursuivre une réjouissance du temps des fêtes avec les citoyens présents à la messe de minuit, attendu qu'il importe que la municipalité contribuera au succès de cet événement, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un soutien financier jusqu'à un montant maximal de 150$ à la chorale de l'île du Pas afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de cet événement. Qui a fait la proposition? M. François Drainville propose. Qui l'appuie? Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est une résolution à propos de Nordico. Comme j'ai un potentiel conflit d'intérêts, je vais me retirer et je vais laisser la parole à M. François Drainville pour la prochaine résolution. Avec plaisir, M. le maire, régime du milieu environnement 8.1, Nordico offre des services professionnels, bilan de la qualité de l'eau potable 2025. Attendu que la municipalité doit avoir recours aux services professionnels de Nordico relativement au bilan 2025, exigé en vertu de l'article 53.3 du règlement sur la qualité de l'eau potable du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu l'expertise professionnelle d'entreprise Nordico dans ce domaine, attendu que l'offre de service numéro OPT 25-1051 d'un montant forfaitaire de 470$ plus les taxes applicables pour la prise en charge du bilan 2025 de la qualité de l'eau potable comprend les éléments suivants. Prendre connaissance des analyses effectuées en 2025, rédiger le bilan de la qualité de l'eau potable pour l'année 2025 selon le RQEP. Il est proposé par et appuyé par que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels de Nordico pour réaliser la rédaction du bilan sur la qualité de l'eau potable 2025 pour un montant forfaitaire de 470$ plus les taxes applicables, le tout tel que décrit dans l'offre de service dont j'ai énuméré le numéro tantôt. Bon, alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Mme Jeannette Drainville propose. M. Martial Bellé seconde. Oui. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.7, séance extraordinaire du budget 2026 et du programme triennal d'immobilisation. Il est proposé par, appuyé par, que la séance extraordinaire du budget 2025 ait lieu... du budget 2026 ait lieu le 17 décembre 2025 à 19h30. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Personne? Il n'y en a pas de séance. C'est fini. Qui fait la proposition? M. Martial Bellé propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Vous voulez m'en sortir, mais on va voir une pareille. Ça nous amène au point 6.1, calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les séances débuteront à 19h30, de ce côté-là, pas de changement, à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil, située au 57 rue Laroche-Lanoret, là non plus pas de changement, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2026. Donc, les dates seront les suivantes. D'ailleurs, on les publicisera là, par l'entremise de l'Avenir ou tout autre moyen là, pour que les gens le sachent. Là. Donc, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre. Alors, pour ceux qui sont perspicaces, vous avez sûrement remarqué qu'on décale finalement la séance du Conseil du premier mardi du mois au deuxième mardi du mois. C'est tout simplement une technicalité qui va permettre au département des finances, finalement, lorsqu'on reçoit les comptes à payer, de pouvoir faire le travail juste une fois. Là, vu que c'est en début de mois, ils se retrouvaient à refaire le travail 2 fois parce qu'ils recevaient des comptes à payer dans le même mois. Alors, ça dédoublait leur travail et là, ça va permettre de faciliter leur travail à eux. Puis,
ça commence bien l'année parce que de toute façon, mardi, c'est le deuxième mardi en janvier, de toute façon, qu'aurait eu lieu la séance. Fait que là, on va prendre l'habitude pour le reste de l'année que ce soit le deuxième mardi du mois. Mais on va le publiciser là, pour pas que les gens... Là, parce que, bref, si les gens se branchent le premier mardi, ben, ils sauront que c'est le deuxième. Au moins, c'est pas, on la devance pas, on la retarde un peu. Donc, un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général des greffiers trésoriers, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Centre sportif budget. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 24 000 pour retenir les services d'agents de sécurité au centre sportif pour un maximum de 15 semaines pour la période hivernale 2025-2026. Bon, on va essayer d'être court et concis. On va avec cette option-là, si je peux le dire comme ça. On a regardé d'autres options présentement et malheureusement, on ne réussit pas à avoir le profil qu'on voudrait avoir. Quand on parle d'agent de sécurité, on s'entend, là, c'est pas un militaire, c'est pas un policier, là. C'est quelqu'un qui sera en civil, mais qui verra la surveillance du centre sportif pour les 15 semaines prévues à cette résolution-là. Et pendant ce temps-là, on va continuer à, nous, de notre côté, à essayer de trouver un profil d'une personne qui pourrait occuper l'emploi. C'est pas juste le profil, il faut aussi que cette personne-là veuille le faire et qu'elle soit disponible pour le faire. Alors, pour le moment, on va procéder de cette façon-là, le temps de trouver une solution qui va être plus permanente pour le futur. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. 6.2, groupe de travail. Proposé, appuyé et résolu que les membres du Conseil soient nommés pour se joindre au groupe de travail politico-administratif suivant. Communication et mesures d'urgence, M. Marco Boudreau. Environnement, Mme Céline Robillard. Événements, loisirs et culture, Mme Lucie Ouellette. Ressources humaines et relations de travail, M. Marco Boudreau et Mme Lynne Clermont. Taxation et finances, Mme Lynne Clermont. Transport et sécurité routière, M. François Boisjoli et Mme Lynne Clermont. Urbanisme et mise en valeur du territoire, Mme Marie-Ève Mondard. Comité de jumelage, Lanoret-Montagrier, M. François Boisjoli. Et dans tous les cas, je suis nommé sur chacun des comités. Je vais juste le préciser. Je sais qu'on m'a dit d'écourter peut-être mes réponses, mais j'aime bien donner le détail. On est régi par la loi sur les municipalités. Et c'est des groupes de travail, c'est pas des comités. La loi sur les cités et villes, c'est des comités. Et quand c'est la loi sur les cités et villes qui s'applique, c'est des comités, puis le maire est d'office sur chacun des comités. Dans ce cas-ci, si on ne me nomme pas, je ne suis pas d'office automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'on me nomme, mais les collègues, c'est pas parce que je veux chapeauter quoi que ce soit, mais ça permet aussi, lorsqu'un est absent, de pouvoir donner un coup de main pour remplacer, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. C'est unanime. 6.10, réaménagement du mobilier à la réception de l'Hôtel de Ville. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 3 500 $ pour le réaménagement de la réception de l'Hôtel de Ville, lequel montant sera pris à même le fonds général. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 8.2. Déplacement d'un réseau aérien, Hydro-Québec et Bell. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le consentement de travaux pour le déplacement de la ligne électrique par Bell et Hydro-Québec selon les modalités prévues à l'entente DCL-2342-5371 et qu'un dépôt estimé à 47 269,32 taxes en su soit versé à cette fin pour les travaux à réaliser par Bell et un montant de 44 665,80 taxes en su pour les travaux à réaliser par Hydro-Québec, que ces montants soient pris à même le fonds général. De plus, considérant que les montants déposés sont estimés, les montants finaux peuvent varier une fois les travaux réalisés. Alors, de quoi parle-t-on? La municipalité a fait l'acquisition d'un terrain au coin de la rue Notre-Dame et des Étangs. Donc, vraiment au coin de Notre-Dame et des Étangs. C'est un terrain qui est rectangulaire. Et il va jusqu'à la maison, la première maison de la rue des Étangs, à droite, il va jusque-là. Et la ligne électrique n'est pas bien située. Donc, si jamais la municipalité voulait faire des travaux un jour, comme construire un nouveau garage municipal, la ligne électrique serait
serait vraiment pas au bon endroit. Donc, il faut la tasser. Ça entraîne des coûts qu'on doit assumer, effectivement. Et comme des fois, ça peut prendre un certain temps avant que ce soit réalisé, les travaux, il faut débuter maintenant. Donc, on donnerait le OK pour pouvoir aviser Bell et Hydro que les travaux puissent débuter le plus... Il n'y a pas d'urgence pour le moment, mais quand même, on s'y prend tôt et c'est préférable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolly. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.1, contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, prolongation du contrat. Considérant la résolution 2022-10-361, octroi du contrat d'opération et d'entretien à la firme Nordico pour l'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable, considérant que la municipalité s'est réservé le droit de prolonger le présent contrat pour 2 années additionnelles, soit 1 année à la fois. En conséquence, proposé à appui résolu de prolonger le contrat d'opération et d'entretien des installations d'eau usée et d'eau potable avec la firme Nordico pour l'année 2026, et ce, tel que prévu au devis. De plus, les montants prévus au contrat initial seront ajustés en fonction de l'IPC 2025. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Carmon, appuyé par M. Marco Boudreau. On voit l'enthousiasme ici. Là. À ma droite, c'est sur la faveur. À ma gauche, c'est unanime. 10.2, les journées de la persévérance scolaire 2026. Proposé, appuyé résolu de reconduire notre inscription aux journées de la persévérance scolaire 2026 et de nommer la directrice du service vie citoyenne comme représentante de la municipalité. Alors, les journées de la persévérance scolaire, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel et à chaque année, on y participe et cette année, on va encore y participer, bien sûr, et c'est pour encourager nos jeunes, justement, à continuer leurs études, notamment à l'école primaire ici. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette, appuyé par Mme Céline Robillard. À ma droite, ceux qui sont en accord. À ma gauche, c'est unanime. 10.3, spectacle de Noël, budget complémentaire. Il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser un budget supplémentaire de 3 300 $ pour la location de toilettes extérieures lors du spectacle de Noël à l'Église. Alors, que se passe-t-il? Les toilettes à l'Église ne fonctionnent pas. Et on tient, le conseil y tient beaucoup, puis moi aussi, tout le monde y tient beaucoup, je pense, puis même les gens aussi. Et cette année, on a déjà annoncé c'est qui. Alors, au spectacle de Noël, ce sera ni plus ni moins que Mme Jo Beaucamp. Alors, ça promet. Et bon, il y a un problème de toilettes, on va le régler, puis on va même laisser les toilettes là pendant un certain temps pour que les gens puissent continuer à utiliser l'église à d'autres fins. Maintenant, comme on n'a pas d'autres salles non plus ici à la Norelle, alors c'est vraiment un privilège qu'on a de pouvoir utiliser la salle qui est l'église pour ce genre de spectacle-là, qui, sans être à grand déploiement, qui demande quand même beaucoup d'espace. Alors, je vous invite à y être, ça risque d'être vraiment très bon. Enfin, je ne sais pas si on va faire une annonce régionale, mais perdez pas de temps, arrivez pas trop tard. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde, on se le souhaite. En tout cas, à chaque année, ce spectacle-là a lieu. On change d'artiste d'une année à l'autre. Alors, voilà, le message est passé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Je suis en compagnie de Julie Tétrault du groupe d'entraide en toute amitié. Guetta, comme on a l'habitude de dire. Tu es la coordonnatrice et tu viens nous rencontrer aujourd'hui. On fait un petit peu de bilan de 2025, encore là, une année riche en rebondissements, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Bonjour Julie. Bonjour Daniel, ça va bien? Ça va bien. On voit souvent ça, Guetta, groupe d'entraide en toute amitié. Peux-tu nous recentrer, c'est quoi groupe d'entraide en toute amitié? C'est quoi vraiment sa mission? C'est quoi son but? Oui. En fait, le groupe d'entraide en toute amitié, c'est un organisme communautaire autonome de lutte à la pauvreté avec un important volet marchand. Donc, vous connaissez probablement la friperie L'Abbaye-Tout. Des fois, les gens ne connaissent pas le groupe d'entraide en toute amitié, connaissent la friperie L'Abbaye-Tout, mais c'est le nom qu'on donne à notre friperie. On a aussi un comptoir meuble. Dans le fond, l'argent qu'on fait avec les magasins, c'est réinvesti dans les services à la communauté pour les plus démunis.
On fait vraiment beaucoup de choses au groupe d'entraide. Oui, en c'est ça. totalité, Vous vraiment. avez développé Plein de services, plein de exactement, services et pour tout. répondre justement aux gens là, qui sont dans le besoin, aux enfants aussi. Présentement, je dirais qu'on a environ 160 ménages qui viennent chercher de l'aide alimentaire à chaque semaine à notre organisme. On est aussi très impliqués dans les écoles primaires et secondaires Berthierville. C'est plus de 850 portions de déjeuner qui sont faites dans nos cuisines et livrées dans les écoles primaires et secondaires, dans le fond, à tous les jours là, pour les enfants qui en ont besoin, entre autres choses. Mais tu dis des enfants qui en ont besoin, mais c'est surprenant les besoins qu'on a dans Berthierville. Des fois, tu vas me dire, oui, il y a des personnes à l'aise, il y a des personnes qui sont capables de survivre, entre guillemets, dans qu'est-ce qu'on pense, mais la nourriture, l'alimentation, je pense que c'est le premier besoin, mais c'est souvent aussi le besoin qui est coupé, où on va dire, pas couper au complet, mais tu sais, je veux dire, moi, je vais dire chopper, je ne vais pas dire le bon mot, là, mais tu sais, je veux dire que tu sais, quand tu as quelque chose à couper, ben tu vas acheter moins parce que tu as un loyer à payer, tu as des services. On est en hiver, il faut habiller les enfants, c'est plein de choses comme ça. Là. Tout à fait. Le visage de la pauvreté a beaucoup changé là, dans les dernières années. Ce n'est plus seulement des personnes sur l'aide sociale, on a des travailleurs présentement, des gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Donc, travailler, c'est égal plus se sortir de la pauvreté en 2025, malheureusement. Puis, on le vit tous, là, tout augmente. Les loyers explosent, le coût de la nourriture à l'épicerie s'est rendu astronomique. Donc, effectivement, les personnes, le premier poste de dépense où ils vont couper, c'est justement au niveau de la nourriture. Puis après, ils vont venir nous voir dans nos organismes là, pour faire des demandes d'aide pour pallier ce manque-là. C'est inquiétant. C'est beaucoup, 160 personnes. Ça l'a beaucoup augmenté dans la dernière année. On a vraiment eu une hausse fulgurante des demandes d'aide là, au cours de la dernière année. Il a fallu s'ajuster aussi, là, ça veut dire faire 160 paniers de nourriture par semaine. Donc, c'est quelque chose de s'assurer qu'on essaie de ne pas manquer de nourriture. Aussi, on travaille en étroite collaboration avec notre moisson la Naudière, pour y arriver. Effectivement, communication assez constante cette année là, au niveau des quantités de nourriture là, pour être capable, être en mesure de répondre aux besoins. Moi, c'est ça. Donc, on est passé, donc ça n'a pas diminué depuis la pandémie. Au contraire. C'est ça, hein, on a beaucoup de problèmes d'itinérance aussi, que j'imagine que ça l'aide pas là, au niveau de l'alimentaire. En fait, l'itinérance, on en a toujours un peu eu à Berthierville, elle était plutôt invisible. Là, par contre, ça dérange un peu plus, ça commence à être visible. Fait qu'on commence à remarquer un petit peu plus. Mais oui, des gens qui dorment dans leur voiture, des petits camps de fortune qui peuvent peut-être se faire. Des toilettes, on parle des toilettes publiques, des choses comme ça. Donc, effectivement, l'itinérance, elle est présente, puis elle est de plus en plus, on va la voir de plus en plus visible, je pense. Quand tu me parles aussi au niveau d'aide alimentaire de Moisson-la-Naudière, vous êtes tributaire aussi, dans le fond, de qu'est-ce qu'ils vous envoient. Donc, c'est une roue qui tourne, là, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de récupération, on parle de glanage, que vous faites avec qu'est-ce que vous recevez au niveau de Moisson-la-Naudière. Donc, c'est variable. Là. Ça ne veut pas dire qu'une journée, une semaine, vous recevez plein de choses. Ça peut être plein de légumes, mais la semaine après, c'est plus difficile. Là. Exactement. En aucun cas, on peut dire qu'on remplace une épicerie. Là, on ne peut pas promettre que dans un panier, il y aura automatiquement et du lait, et des légumes, et de la viande, et toutes les choses. Non, dans le fond, on fonctionne vraiment avec qu'est-ce que Moisson nous donne. Bien, c'est ce qu'on va redonner, dans le fond, au niveau de la communauté. Effectivement, il y a des semaines qui ont un peu plus de denrées, puis il y a une autre semaine, Moisson avait moins de denrées, donc il nous donne moins. Bien, nous aussi, on redonne moins. Ça a un impact, parce que c'est vraiment là qu'on s'apprivoise. C'est certain qu'il y a certains acteurs dans la communauté qui nous donnent un peu aussi, là, mais majoritairement, là, pour l'aide alimentaire, c'est avec la Moisson. Je pense aussi qu'il y a le projet Glanage, là, qui est capable d'aller chercher plein de choses. Ça, c'est un beau projet qui a été lancé dans la Naudière, en tout cas, surtout dans la région ici, de faire des jardins communautaires, d'aider de cette façon-là. Oui, ça, Laurent du Centre d'action bénévole pourrait sûrement en parler davantage que moi, parce que c'est lui le chargé de projet au niveau de ce projet-là. Mais effectivement, c'est une belle initiative dans la communauté pour essayer d'avoir un peu plus de denrées au niveau des distributions alimentaires. Fait que
c'est ça, aller glaner, ça l'aide. Aller partout, oui, ça l'aide partout. c'est pour le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi, dans le fond, pour aider là, les familles qui en ont besoin. Une de vos missions, justement, c'est de s'impliquer au niveau des écoles. C'est devenu graduellement. Vous avez commencé par la petite école, comme on dit, par le primaire. Vous êtes rendu au secondaire. C'est des gros projets, c'est des gros sous, c'est beaucoup d'implication Ouais. au niveau du ghetto. Là. C'était vraiment prouvé qu'on aide les jeunes dans la réussite scolaire, Ah, la et santé. tout à fait. En fait, les professeurs le disent, là, les enfants sont plus concentrés à l'école depuis qu'on est là au niveau des petits déjeuners. Dans le fond, il faut comprendre qu'à Berthierville, autant au niveau primaire que secondaire, je pense que l'indice de défavorisation au niveau des écoles, c'est 8 ou 9 sur 10. Oui, c'est quand même là. élevé, oui. Fait que c'est très élevé, fait qu'on peut vraiment dire qu'on se situe en milieu défavorisé, puis qu'il y a quand même une bonne majorité d'enfants qui arrivaient le matin qui n'avaient pas forcément mangé. Donc, puis manger, c'est quand même un besoin de base, hein? C'est la base. Si tu ne manges pas, essaie de te concentrer à l'école après, puis d'apprendre, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça on trouve ça très important, puis qu'on est très impliqué là, au niveau des écoles à Berthierville. C'est ça. C'est un dîner communautaire qui permet de rencontrer, permettre aussi du réseautage des gens qui ont des besoins. Là. Oui, tout à fait. En fait, tous les mercredis, entre midi et 1h, on offre un repas gratuit pour nos membres, donc les personnes qui sont à faible revenu, qui habitent sur notre territoire. Pour les personnes qui ne sont pas membres de l'organisme, peuvent aussi venir manger avec nous. C'est ouvert. On a comme on demande un 5 symbolique quand c'est quelqu'un qui n'est pas membre de notre organisme, mais c'est certain que toutes les personnes qui sont dans le besoin peuvent profiter de ce service-là gratuitement. Puis effectivement, ça permet de briser l'isolement des personnes puis d'échanger. C'est pas juste des personnes en situation de pauvreté qui viennent manger le mercredi. Il y a les travailleurs de rue qui sont souvent présents aussi lors de ce dîner-là. J'ai des bénévoles qui sont des retraités là, qui viennent manger avec les personnes. Fait que je pense que ça peut permettre des échanges qui sont intéressants et qui sont riches là, de part et d'autre. OK. La friperie et le comptoir du meuble sert beaucoup aussi de réinsertion. Hein? Vous participez à des projets, des choses, donc les gens, il y a des employés permanents, mais vous avez du roulement au niveau aussi des employés, on pourrait dire temporaires ou de réinsertion. Oui. En fait, de façon générale, les magasins vont super bien actuellement, là, ça je voulais le dire, la friperie, le comptoir meuble, on a une belle clientèle, venez nous encourager, il faut que ça continue dans ce sens-là. Puis les magasins, c'est pas juste pour les personnes qui sont dans le besoin, là, c'est vraiment pour la population en général. Puis on est à l'ère où est-ce que le réemploi, où est-ce que la planète, c'est important. Donc, venez nous encourager. Puis en plus, vous venez encourager une mission sociale, dans le fond, pour lutter contre la pauvreté. Fait que continuez à venir nous encourager. Puis effectivement, au niveau de notre organisme, pas juste pour les magasins, que ce soit aussi pour les autres services qu'on offre. Oui, j'ai une équipe de travailleurs que c'est vraiment, ils sont engagés, là, une douzaine d'employés qui travaillent à l'organisme. J'ai aussi environ 25 bénévoles réguliers actuellement qui œuvrent dans les différents services. On accueille aussi des personnes sur des programmes d'employabilité. Parfois, on a des stagiaires. Puis j'ai aussi des personnes sur des travaux communautaires ou compensatoires qu'on accueille à l'organisme. Grosso modo, je dirais que c'est une 50aine de personnes qui œuvrent dans les différents services de notre organisme. On est de retour avec Julie Tétrault du GETA, du groupe d'entraide dans toute amitié. On a parlé qu'il y avait beaucoup de bénévoles, mais c'est jamais assez des bénévoles. On a toujours de besoin. Vous êtes toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer. Oui, ben en fait, à notre organisme, je considère que je suis très chanceuse. On est très chanceux. On a une belle équipe de bénévoles, des personnes de cœur, des personnes impliquées au sein de l'organisme. Là, présentement, je dirais que ce qu'on aurait réellement besoin, là, c'est des bras au niveau de l'aide alimentaire le jeudi. Ça, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Explique-nous ça. Il faut savoir qu'est-ce que tu as besoin. Là. Dans le fond, tu peux préparer des galettes, des biscuits, des choses. Non, en fait, c'est vraiment la manutention des denrées qu'on reçoit. Donc, aider, par exemple, à décharger le camion, transporter des caisses de canage ou des caisses de légumes. Parce que c'est ça, parce que les bénévoles qui sont à l'aide alimentaire, ils ont besoin d'aide. Parce que là, il faut expliquer que Moisson de la Naudière arrive jeudi matin et ils avaient un certain temps pour vider
vous avez la surprise en ouvrant la porte du camion, Oui. voir qu'est-ce qu'on a. Oui. Donc, il peut y avoir une période que c'est beaucoup de canage, beaucoup de poches, de patates, de choses comme ça. C'est Et ça. il faut vider ça dans un temps record, entre guillemets, puis l'installer pour pouvoir préparer Oui, l'aide c'est ça. alimentaire. Donc, on va chercher l'aide alimentaire le jeudi matin à Moisson. Le camion arrive à l'organisme. Ensuite, il faut décharger le camion. Fait que l'équipe de bénévoles qui s'active à ça, mais comme je disais, physiquement, là, ils ont besoin d'aide là, parce que c'est des caisses qui sont un petit peu plus lourdes ou ce genre de Donc, dans le fond, c'est physique comme ponctuel. travail. Qu'est-ce que tu me parles? Dans le fond, c'est un travail ponctuel. C'est jeudi matin, 2-3 heures. Non, c'est plus que Vas-y, ça, je te vas-y, dirais, vas-y. parce qu'il a déchargé le camion, il a installé les denrées. Ensuite, les bénévoles ils les séparent par catégorie, ils font le décompte de ces denrées-là. Il y a beaucoup de manutention, changement, pour placer les choses. Puis, après ça, dans l'après-midi, c'est les gens qui viennent chercher l'aide alimentaire, mais encore là, il y a de la manutention à faire parce qu'il y a des choses qu'on va laisser, par exemple, dans notre chambre froide pour ne pas briser la chaîne de froid. Donc, de prendre ces caisses-là, de les apporter. Fait que c'est vraiment une aide, un soutien tout au long de la journée. Là, je dirais, une grosse journée de 9h30 jeudi. Ah oui, c'est une grosse journée le jeudi à notre organisme, définitivement. Et les gens se présentent à partir de midi. Les gens pour avoir l'aide alimentaire sont cédulés comme à partir de midi jusqu'à 4h. On réussit à le faire là, à partir d'une heure et demie, aller jusqu'à 3h30, 4h, C'est je quelque dirais. Puis là-dessus, on ajoute aussi, prépare des boîtes parce qu'on a un point de chute maintenant à Saint-Cuthbert, là, des bénévoles, dans le fond, de là-bas qui s'occupent de la distribution. Fait que les boîtes sont préparées à notre organisme. Ils viennent les chercher puis ils font la distribution à Saint-Cuthbert. Puis il y a aussi le dépannage de soir pour les travailleurs maintenant qu'on fait là, parce que les travailleurs, dans le jour, s'ils travaillent, ne peuvent pas forcément avoir accès à notre service d'aide alimentaire. Fait qu'on n'a pas beaucoup de ressources pour offrir ce service-là le soir, mais on s'est dit pour les travailleurs qui ne peuvent absolument pas venir dans le jour, qui n'ont aucune autre solution, dans le fond, on va préparer les boîtes d'avance, puis ils vont pouvoir venir les chercher là, jusqu'à notre fermeture, là, jusqu'à 6h30. Mais c'est ça, comme je disais, on a vraiment besoin d'aide là, pour tout ce qui est la manutention, manipulation. C'est une grosse journée. C'est ça. Puis après ça, si on prend le goût au guettant, on peut retourner. On est très attachants. Les gens, généralement, ils nous aiment bien, ils veulent rester. Là, mais ouais, j'ai une belle équipe, une belle ambiance aussi au niveau du travail. Les gens travaillent beaucoup dans le plaisir. C'est important pour nous. On va faire le lien avec les bénévoles, l'aide alimentaire, avec les paniers de Noël. Vous faites, on pourrait dire, le guignolé. Il y a déjà eu des sollicitations dans les commerces pour des sous. Je pense que le Chevalier de Colomb aussi a contribué. Et il y a eu en fin de semaine des pompiers aussi, qui sont passés de maison à maison. Je vais expliquer, là, c'est une très, très grosse période au niveau des paniers de Noël pour nous. Dans le fond, au niveau de la guignolée, ce n'est pas la guignolée du groupe d'entraîne en communauté. C'est la guignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville. C'est eux qui s'occupent de la guignolée à Berthier. Après ça, tout ce qui ramasse, l'argent, les canaches, ça s'en vient dans notre organisme parce qu'ensuite, c'est nous qui prenons le relais pour faire les paniers, prendre les inscriptions des personnes, faire les paniers, faire la distribution. Donc, c'est vraiment une très belle collaboration depuis de nombreuses années qu'on a avec la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthierville. Puis, ce que j'aurais à dire, c'est que je suis toujours impressionnée d'année en année, là, toute la solidarité qu'il y a dans la communauté en lien avec les paniers de Noël. C'est vraiment très impressionnant. Effectivement, les Chevaliers de Colomb qui, cette année, ont donné un 2000 $ de don à notre organisme. Mais outre ça, j'ai une multitude de partenaires là, qui sont là année après année. Je pense au métro, au IGA, là je les nomme, c'est sûr que je vais en oublier, là, mais le Tigre Géant qui fournit généralement des jouets là, pour tous les enfants, le Jean Coutu qui est présent, Olimel pour des poulets, des boîtes, distribution parale pour du lait. Fait c'est vraiment un travail avec la communauté, puis on ne réussirait pas à offrir des aussi beaux paniers là, pour les personnes sans cette aide-là dans la communauté. Effectivement, les pompiers qui sont passés le week-end dernier faire du porte-à-porte aussi pour ramasser des denrées.
Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que suite au panier de Noël, nous, on va être fermés pendant 2 semaines. Hein. Oui, c'est ça. Fait que les gens, là, oui, ils reçoivent un gros panier, mais après, ils vont être 2 jeudis sans pouvoir venir. Il va falloir qu'ils vivent jusqu'à oui, malheureusement. Là, puis, là, tu parles, qu'est-ce que tu sais déjà un petit peu le nombre de paniers que tu vas faire, parce que tu me parles de 160 en aide alimentaire, mais c'est toujours plus élevé, hein, c'est surprenant. C'est un petit peu plus élevé. Là, on a 160. Là, c'est terminé, OK? On peut plus venir faire des demandes. Si on en a plus, on les refuse. Malheureusement, la période pour faire les demandes, c'était le mois de novembre, les jeudis du mois de novembre. Donc, cette année, c'est 165 paniers là, qui vont être réalisés pour Berthierville et Sainte-Geneviève de Berthier, les personnes qui ont fait des demandes. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. C'est un peu plus que l'an dernier. Encore là, c'est cohérent avec ce qu'on voit dans la société, dans la communauté, les besoins qui sont de plus en plus grands, là, en fait. Là. Donc, oui. Fait que, on espère, dans le fond, que toute cette belle solidarité-là, là, ça va permettre à des personnes qui en ont besoin de passer un Noël un petit peu plus doux, puis en toute dignité aussi. C'est ça, puis on parle qu'on a déjà des froids, que c'est pas évident, là. On est déjà dans le gros froid d'hiver, là, malgré qu'on est au début décembre. Avant de changer de sujet puis passer à la dernière pause, justement, tantôt tu parlais des heures d'ouverture. Donc, vous prenez une pause entre Noël et le jour de l'an et on va parler de ce sujet-là parce qu'il y a plusieurs points à apporter. Vous êtes toujours ouvert du mardi au vendredi. Vous commencez à 9h le matin, c'est ça? Pour le bureau d'entraide, dans le fond, il est ouvert à partir de 9h30 le matin jusqu'à 4h du mardi au vendredi. Par contre, pour les magasins, on est ouvert en après-midi, donc de 13h à 16h les mardis, mercredis et vendredis. Et les jeudis, on est ouvert un petit peu plus tard jusqu'à 18h30. OK. Donc, ça ressemble à ça. C'est ça. La problématique, puis vous la vivez, je pense, régulièrement, c'est malheureux. Bon, les gens veulent faire des dons. Il y a une espèce de grosse boîte là, à l'extérieur. Le textile et tout. Oui. Mais il y a des gens qui sont portés à oui, la boîte est pleine, tu sais, c'est toujours un petit peu compliqué. L'idéal, c'est de rentrer en dedans, d'essayer d'y aller dans l'après-midi, d'aller vous le porter pour qu'on conserve l'intégrité, je te pour dire, des dons qu'on donne. Puis la température aussi, là, qui endommage les dons, la pluie, la neige et tout ça. Effectivement, ce qu'on recommande aux personnes, c'est vraiment de venir sur nos heures d'ouverture pour venir nous le donner directement. Si c'est pas possible, effectivement, il y a des bacs de dons à l'extérieur pour le textile. Je vous le cacherai pas, là, comme pas mal tous les organismes comme moi, les comptoirs vestimentaires, on est souvent victime de vols à l'extérieur. Donc, si vous voulez vraiment vous assurer que votre don vienne vraiment à notre organisme, c'est d'y aller pendant les heures d'ouverture. C'est ça. Parce que quand tu me parles de vol, c'est parce que techniquement, je vais dire le mot le guenille, le linge et tout, a une certaine valeur sur le marché. Il y a des gens qui vont, c'est ça, hein, il y a des gens qui vont fouiller. Qui revendent ça sur Marketplace ou revendent. Les gens disent, ah mon Dieu, ben là, s'ils prennent, c'est parce qu'ils doivent avoir de besoin. Je te dirais que ceux qu'on voit prendre. Non, c'est surprenant. C'est surprenant, c'est des gens qui n'ont pas tant le besoin et puis c'est plus des gens qui vont utiliser ça. Là, c'est des réseaux quand même bien organisés selon moi, là, qui revendent sur justement Marketplace ou les marchés aux puces. Oui, c'est ça. Vous acceptez de tout, hein, en pensant? Est-ce qu'il y a des restrictions sur des choses? Il faut que ça fonctionne? Il faut que ça soit utilisable? Il faut que ça soit en bon état, naturellement. Il faut que ça fonctionne. Si c'est plus bon pour soi, c'est plus bon pour la personne. La personne qui va l'acheter, il y a une question de dignité aussi. Fait que c'est tout ce qui est en bon état. Il y a certains trucs là, qu'on ne prend plus. Là. Je te dirais que par cœur, les TV cathodiques, là, ça, on ne prend plus ça parce que de toute façon, les gens, ils veulent pas. Non, je comprends. Tout ce qui est des produits chimiques, dangereux, peu importe, peinture, on prend pas ça naturellement. C'est ça. Mais tout ce qui est objets, décoration, vêtements, livres, vinyle, en tout cas, on peut. Choses qu'on sait pas à quoi ça sert, des fois. Je comprends qu'on a eu, puis ça traîne dans le coin. C'est ça. Ça, à ce moment-là, on le prend volontiers.
Puis peut-être juste sensibiliser les gens qu'on n'est pas un éco-centre. Fait que si vous avez des articles que vous venez porter à notre organisme, que c'est bon pour l'éco-centre, vous créez un problème, vous créez qu'on... Après ça, c'est à nous à gérer ça, c'est à nous à aller porter ça à l'éco-centre, mais c'est parce que j'ai pas le... On pourrait tellement faire autre chose de plus utile que de charger un camion pour aller faire un voyage à l'éco-centre. Là. On n'a pas les ressources humaines, ça crée des coûts pour notre organisme, en fait. Je suis en compagnie de Lauriane Delgat. Bonjour, madame, ça va bien? Oui, merci. On est dans le bel endroit ici, on pourrait dire, la bibliothèque musicale du Festival de la Naudière. Donc, vous êtes la nouvelle directrice générale. Vous avez rentré en poste, je pense, lundi. Là. Oui, exactement. Donc, lundi, le 1er décembre, fut ma première journée à titre de directrice générale du Festival de la Naudière. On va parler un petit peu de vous avant. Okay. On a parlé, vous êtes un petit peu originaire de la région ici, oui. Vous connaissiez déjà. Vous avez de la famille, mais... c'est quand même particulier, là, la journée qu'on décide de faire appliquer sur un poste pour le Festival de la Naudière. Il faut avoir un beau background parce que le festival est très reconnu, très important. Donc, parlez-vous un petit peu de nous, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Vous venez de où? Oui. Donc, ma famille, mes parents ont vraiment grandi ici dans la région. Ma mère est ici à Joliette, mon père à Saint-Félix-de-Valois. J'ai grandi plus la Rive-Sud de Montréal, mais tous les week-ends. L'été aussi, je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents, aller cueillir des murs dans les pits de sable. donc, aller accueillir les livraisons de poussins également. Mon grand-père avait des poulaillers de dinde. Oh mon Dieu, OK. Oui, donc... voilà, c'est vraiment des choses qui ont bercé mon enfance. Et depuis mon jeune âge aussi, je suis une passionnée d'art et de culture. C'est mon oncle paternel qui m'a initié, lui-même grand mélomane, qui a été également un élève du père Lindsay ici au cégep. Donc, mais c'est vraiment les arts de façon large. Et c'est quelque chose qui m'a habité de toujours. J'ai voulu apprendre, connaître les arts, la culture, les arts de la scène, les arts visuels. Je me suis moi-même essayée en tant qu'artiste. J'ai vraiment aucun talent ici. Donc, dans mon parcours, quand j'ai accepté au tendre âge de 15-16 ans que non, je ne deviendrai pas artiste, j'ai commencé à explorer plus l'arrière de la scène, donc la technique de scène, le cinéma. Et éventuellement, j'ai découvert la possibilité d'aller vers la gestion des arts. Donc là, j'étais rendue plus à la fin vingtaine et c'est là que j'ai été faire une maîtrise en management des entreprises culturelles à HEC Montréal. Et au même moment, j'ai eu mon premier emploi dans une institution culturelle qui était l'OSM, donc l'Orchestre symphonique de Montréal. J'ai été engagée en tant que conseillère aux ventes et services à la clientèle, donc à la billetterie. J'ai complété ma première maîtrise et par la suite à l'OSM, j'ai grandi au sein de mon équipe, mon département. Je me suis occupée des ventes de groupe, les ventes scolaires. Éventuellement, j'ai pris la gestion de l'équipe de la billetterie. Et au moment, en 2019, j'ai commencé un MBA à HEC Montréal, toujours en travaillant à temps plein à l'OSM. La pandémie a frappé. Ouais. On va fermer rapidement ce chapitre. Mais bon, tout ça pour dire que à travers tout ça, après avoir obtenu mon MBA et après avoir traversé la pandémie, j'étais toujours à l'OSM et c'est là que j'ai été finalement promue directrice vente et services à la clientèle, où je suis restée jusqu'au printemps passé. Au printemps passé. Oui. Mais ça vous a donné une prise de conscience que oui, la culture, les arts, mais c'est une business aussi. Oui, tout à fait, exactement. Oui. C'est une autre forme de business, mais c'est difficile là, en art et en culture de gérer tout ça. Là. Vous avez tout me parlé tantôt de la pandémie, mais oui. Ça a créé des défis, ça a créé, ça a créé tout à beaucoup fait. de... Et aussi, beaucoup, qu'est-ce qui s'est produit, bon, avec le temps, dans le fond, c'est que longtemps, c'était les artistes qui ont géré les artistes. Et éventuellement, il y a vraiment toute une professionnalisation qui s'est produite, donc un encadrement qui est venu pour aider les artistes à faire ce qu'ils font de mieux de l'art, mais d'être... entourés, appuyés et épaulés par une équipe administrative, des gestionnaires pour leur permettre de rentrer en contact avec le public, d'aller chercher les fonds. Donc, il y a tellement de métiers connexes. Déléguer, dans le fond, accepter de déléguer cette partie-là de la job, parce que comme vous dites, on peut pas, malheureusement aujourd'hui, on peut pas être bon. On peut être bon dans tout, mais excellent dans tout, c'est difficile.
il n'y a que 24 heures dans une journée. Dans le meilleur des mondes, il faut au moins dormir 8. Donc, donc il y a ça aussi. Que, tu sais, on en vient ici, on pourrait parler, tu sais, de la co-direction, tu sais, avec Renaud Loranger, mais ça reflète pas mal qu'est-ce que vous représentez, tu sais. Vous gérez au to-do list, le to-do day ici au festival, gérer les choses. Tu sais, mais toi, Renaud, aide-nous, tu sais, présente-nous une programmation, présente-nous des défis, présente-nous des choses, puis ça va faire un bel amalgame. Oui, puis ensuite, c'est de prendre la vision, donc ce que Renaud nous apporte au niveau de la programmation, puis de là, réussir une mise en marché, l'offrir, la communauté, la communiquer envers le public, la clientèle, et s'assurer qu'on ait des gens qui viennent nous voir au festival. Oui. Parce que c'est un gros défi, là, parce que je sais que... De plus en plus. De plus en plus, gérer les groupes, gérer les choses, c'est pas évident. Qu'est-ce qui vous a amené à dire... bon, je veux revenir dans mon patelin, dans mon origine, mais qu'est-ce qui vous a amené à dire, oui, je prends le défi du festival? Parce que c'est un défi, il faut quand même le dire, là, c'est saisonnier, il faut faire vivre, c'est une courte période, mais c'est 12 mois de travail par année. Là. Oui, en effet. Donc, préparer une édition, ça prend en effet 12 mois et plus, mais oui, on a, un pic d'activité pendant les 5 semaines du festival, ça c'est sûr et certain. Dans le fond, qu'est-ce qui m'a amené à ça, c'est, oui, le beau défi. À travers mes années à l'OSM, j'ai vraiment eu la piqûre pour la musique classique. C'est un milieu que j'adore, que j'aime beaucoup. Et dans le fond, c'était pour moi l'occasion de me réimpliquer dans une région qui me tient à cœur. La Naudière, c'est tellement beau ici. Les gens sont tellement gentils, on est accueillants. Et donc, pour moi, c'était aussi un nouveau défi professionnel. Donc, vous avez amené beaucoup de choses à l'OSM. Je ne sais pas si c'est vous ou c'est l'OSM entre les deux, mais pour suivre l'OSM, pour suivre un petit peu les choses. Mais tu sais, il y a différentes maintenant catégories de spectacles, il y a différents prix, il y a des choses comme ça. Je sais qu'un petit peu, Xavier avait commencé ça un petit peu. Tu sais, stratégiquement, comment élaborer ton plan de salle, pas la salle, mais les sièges et tout. Oui. Et c'est des beaux défis que vous avez fait à l'OSM. Vous avez réussi à faire ça. Là, je ne sais pas, c'est votre équipe, là, j'imagine, mais j'ai piloté l'équipe. Vous avez piloté l'équipe. Tu sais, qu'on parle de la partie pop, la partie orchestre, la partie... Donc, tu sais, il y a beaucoup de programmes au niveau de l'OSM avec différents tarifs, avec différentes choses. C'est tout ça le défi aujourd'hui de rentabiliser tant la salle que l'orchestre. Là. Oui, puis... En tant que tel, bon, on fait une petite parenthèse sur l'OSM, c'est quand même aussi près de 80 concerts par année. Donc, en effet, il y a le répertoire classique conventionnel, si on veut, mais il y a aussi la possibilité, comme c'est sur des mois, d'avoir une programmation qui est très diversifiée pour aller rejoindre différents publics. Donc, le public jeunesse, le public pop, les ciné-concerts. Et en effet, selon le public, c'est pas la même tarification. Donc là, aller offrir, bien communiquer c'est quoi le produit, c'est quoi l'offre, au bon tarif à la bonne personne, avec le bon message pour la convaincre de venir assister et d'être dans la salle. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on veut, c'est d'être le plus nombreux possible, ensemble, à vivre une expérience qui vient nous faire grandir. L'expertise, on peut leur formuler. Tu sais, l'expertise que tu as acquis à l'OSM, tu sais, le transposer au festival, ça peut être un des atouts du festival, c'est ça que je pense. Oui, en effet. Ici, l'idée avec la tarification, il faut, réussir à maximiser les revenus pour être en mesure de couvrir les dépenses, assurer une pérennité à l'organisation. Mais en même temps, il faut être en mesure, c'est un équilibre, aller chercher une accessibilité pour que le prix du billet ne soit pas un frein. Et parfois, les gens vont être rapides à nommer le prix du billet comme étant l'obstacle premier, mais en réalité, c'est pas vrai. Selon une grosse étude qui a été faite récemment, l'obstacle premier pour pas consommer la culture, c'est le manque d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici au niveau de la communication pour aller charmer, convaincre, aller rejoindre le public, de dire « Voici ce qu'on vous propose, notre expérience est unique. Venez assister à un concert de musique classique à l'amphithéâtre, en pleine nature, dans une église, dans un format qui est plus intimiste ou dans notre série Hors les murs. Oui. Vous allez passer un bon moment et on a une tarification qui vous permet de
prendre ce risque-là, de venir Oui. une première fois. Pour Puis, voir. Pour voir, pour vivre, pour expérimenter. Et par la suite, c'est aussi de travailler, s'assurer que notre expérience, la promesse qu'on fait aux clients soit rencontrée lors de la première expérience pour s'assurer que cette personne-là revienne une deuxième, C'est une ça. troisième, Donc, une quatrième c'est fois. créer des habitudes. C'est toujours, Oui. c'est toujours ces défis. Donc, ça devient un grand défi pour vous ici. C'est passionnant comme défi, j'imagine. Oui, tout à fait. Puis, en effet, ici, le défi, c'est de comment rester dans le cœur et la tête des gens sur 12 mois alors qu'on est actif 5 semaines. On rallonge quand on rajoute la période de mise en vente, le moment où on annonce et tout. Mais comment s'assurer de, pendant qu'on est en dormance ou en préparation à la saison, demeurer en communication avec nos clients pour garder la flamme vivante d'un été à l'autre. On ne parlera pas trop de la programmation parce que je sais que déjà, Renaud, il doit déjà être rendu en 2028, 2029. Vision long terme. Il est tout le temps vision à long terme. Vous étiez heureuse de voir que le travail avait été fait à date quand vous êtes c'est juste lundi, là, mais n'empêche que vous arrivez dans une grosse équipe. Là. Vous arrivez dans une équipe qui est déjà rodée. Le train va vite. Là. Ça embarque plus vite. C'est pas juste à créer, c'est on embarque dans le train puis on continue. Oui, en effet. Oui, tout à fait. On embarque dans le train, on continue. Le travail est bien avancé, en effet. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour l'édition prochaine en 2026. Donc, c'est un beau petit cadeau qu'on vous prépare, puis on va être en mesure de vous dévoiler au printemps. Là, on vient tout juste d'annoncer... Oui, c'est ça, on pourrait en parler. La programmation est déjà pas mal déjà faite. Vous êtes en train en marche. On est en train de ficeler. Vous êtes en train de ficeler. Mais connaissant Renaud, il y a sûrement des choses qu'on peut comme annoncer comme cadeau de Noël, on pourrait déjà dire, aux mélomanes. Puis c'est justement la bonne période pour offrir des billets, justement, venir vivre l'expérience du festival. S'offrir la promesse de l'été. Oui, tout à fait. Là, avec un moins 20 d'aujourd'hui, on va penser qu'au mois de juillet, il va faire chaud, va faire beau. Exactement. Hein? Donc, s'offrir un peu de soleil déjà et de chaleur estivale pour l'été prochain. Mais en effet, on a annoncé 3 gros concerts qui vont avoir lieu à l'amphithéâtre cet été. Le premier, c'est le 11 juillet. Ce sont les Arts florissants qui vont être de retour après. Donc, ils n'ont pas été là l'année passée, mais ils ont été là pendant plusieurs années. Ouais. Donc, les Arts florissants avec William Christie, qui vont présenter 2 opéras. L'opéra qui a donné le nom à l'ensemble, donc les Arts florissants, ainsi que la descente aux enfers de Orphée. Ça, c'est merveilleux, ça. Oui, tout à fait. C'est Renaud réussit des exploits, les faire revenir d'années, c'est parce qu'on doit avoir une belle réputation aussi. Là. Oui, puis en tant que tel aussi, c'est une proposition qui est, en termes de performance et de concert, qui est assez unique. Donc, d'avoir les chanteurs, les danseurs, les musiciens sur la scène, avec des costumes, avec aussi une petite mise en scène. Donc, on est vraiment aussi dans la beauté du baroque français ici. Je pense que l'OSM, votre ancien amour, va venir. Il va sûrement revenir, mais on peut déjà mettre en vente un spectacle. Hein, c'est bien ça? Donc, l'OSM va être de retour donc, cette année, dirigé par Raphaël Pallaré, naturellement. Et ici, je crois que c'est écrit dans les étoiles, sincèrement. L'OSM et le festival m'ont préparé un beau cadeau pour ma première fois, mon entrée en poste en tant que directrice générale, parce que le programme va présenter mon compositeur préféré, qui est Shostakovich. OK. Donc c'est la 10e symphonie qui va être interprétée, et Raphaël est un excellent chef pour présenter du Shostakovich. Il a la fougue, il a l'énergie viscérale nécessaire pour vraiment incarner toute la grandeur, la puissance, l'énergie qu'on peut retrouver dans une symphonie de Shostakovich. Donc, c'est un beau cadeau de Noël à faire. Déjà, celui-là, là, vivre l'OSM, c'est quelque chose. Hein. Oui, mais vive l'OSM dirigé par Raphaël, en train de jouer du Shostakovich, sincèrement, pour initier quelqu'un, c'est de la chair de poule assurée. C'est ça, je suis bien d'accord. Et il y a un 3e spectacle que vous avez mis en vente? Oui, en effet. Donc, qui va avoir lieu la veille, donc le vendredi 17 juillet. Donc, c'est l'Orchestre symphonique de Québec qui va revenir pour la première fois depuis 12 ans. Cette fois-ci avec leur nouveau chef d'orchestre Clemens. Et c'est Charles Hamelin qui va être présent au festival le soir de son anniversaire pour célébrer aussi également l'anniversaire de l'amphithéâtre. Okay, donc, on a vraiment ici là, donc une belle soirée festive qui nous attend, avec un programme également là, qui est très...
qui est varié, accessible, qui peut présenter des belles choses. Donc, on a le tombeau de Nilligan de Jean Coutu, donc une œuvre québécoise qui va être présentée. Charles Hamelin dans le concerto pour piano de Grieg. Et ensuite, on a également La Petite Sirène de Zelensky, qui est un poème symphonique qui mérite vraiment d'être davantage connu. Vous continuez dans la même continuité, nous amener l'OSM, nous faire découvrir des choses. On va sûrement se reparler au mois de mars-avril avec la programmation complète. Oui. Avez-vous déjà les dates? Est-ce qu'on sait déjà que c'est du 3-4 juillet au mois d'août ou c'est pas fixe encore? C'est du 3 juillet au 2 août. 3 juillet au 2 août. On va garder les mêmes formules, je crois, dans les églises, dans des sites plus originaux, disons, on va dire ça comme ça, des endroits, et à l'amphithéâtre aussi. Oui, exactement. Donc, la formule va rester. On ne change pas une formule gagnante. Il faut... C'est pas le Festival de Joliette, c'est le Festival de la Naudière. C'est important d'être présent dans la région et donner rendez-vous aux gens dans les lieux connus ou moins connus, mais qui sont tous autant propices. Exactement. C'est quoi votre vision? Quand vous vous êtes assis c'était la journée que vous avez su que vous aviez le poste? Sûrement que la question a été posée en entrevue aussi. Là. Je présume qu'il y a eu quand même une certaine sélection des entrevues et tout. Oui, je le confirme. La question a sûrement été posée. C'est quoi votre vision? Où vous voyez le festival dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Comment vous voyez ça? J'arrive à un moment qui est très particulier pour le festival. C'est la 49e édition qui va avoir lieu cet été. Donc, on approche le cinquantenaire. On approche vraiment l'occasion de célébrer ce qu'a été le festival depuis 50 ans, mais également autour de cette célébration-là, de voir et de projeter le festival dans l'avenir. Donc, moi, je vois vraiment la célébration comme un moteur important pour les prochaines années qui m'attendent, moi et l'équipe, et Renaud, et les orchestres, et les artistes, et la communauté. Pour la région, il faut vraiment célébrer ce qu'est le festival, mais aussi tous les gens qui ont contribué de proche et de loin. Je pense aux bénévoles, aux artistes, aux musiciens, aux gens, le public qui est en fidèle. Il faut prendre le temps de célébrer ensemble ce qu'est le festival. Et ensuite, c'est pour moi, ma vision, je dirais que le mot qui me vient, c'est l'expérience. Donc, s'assurer de rendre le tout vivant, convivial, attractif, que ce soit quelque chose que les gens puissent ramener chez eux à la maison, qui les fasse vivre, incarner la passion. Qu'incarner la passion, qui ait découvert quelque chose, parce que 50 ans, c'est quand même un exploit, là, je pense, au niveau culturel. On a l'OSM et tout ça, mais que 50 ans, un festival en région, en région, parce qu'il faut quand même spécifier que c'est en région, là. Des fois, proche des grands centres, c'est facile, mais en région, c'est... C'est des défis qui sont différents, mais c'est sûr qu'en région, les défis sont également ce qui fait le charme. Donc, la beauté du lieu, on ne pourrait pas avoir un amphithéâtre comme ça dans un centre urbain, peu importe lequel. Donc, et en effet, il y a quelque chose dans l'accueil, l'anaudois, qui est très unique. Là. Bon, bien, en tout cas, on est bien content de vous avoir rencontrés. Merci beaucoup. On va souhaiter longue vie. Oui, merci. Et longue vie au festival, mais longue vie à toi aussi, que tu peux vivre encore le 60e puis le 65e par la suite. J'y compte bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve,
le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.